Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je tiens avant tout de vous remercier pour cette possibilité qui m'est donnée ce soir, au nom aussi de mes confrères des évêques qui font partie de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, que j'ai l'honneur de présider, de présenter quelques points de vue et quelques positions sur le projet de loi qui fait objet de cette audition. Et je vais aussi parler en toute transparence et ouverture, et aussi ma position d'un évêque, d'un pasteur, au sens le plus profond des termes, qui implique aussi une responsabilité vis-à-vis de fidèles orthodoxes de ce pays. Et aussi, je voudrais transmettre ce message que j'entends entreprendre devant vous en mettant en dialogue le cadre strict de notre définition du mariage, du point de vue donc aussi du droit canon orthodoxe, où nous parlons du terme d'acribie, donc de l'exactitude, d'une démarche plus pastorale, l'économie. Aussi, en tant que responsable religieux, je voudrais dire combien nous apprécions le dialogue, l'échange et la transmission des idées. Je suis personnellement convaincu que par le dialogue, nous serons en mesure de construire en commun une société garante de principes de liberté, d'égalité, de fraternité, consubstantielle à l'existence de la République. Or, ces principes ne peuvent et ne doivent rentrer en conflit les uns avec les autres. Et nous redoutons que l'évolution législative entreprise aujourd'hui ne vienne fragiliser le socle démocratique. Donc, cette situation nouvelle et ces retournements positifs que nous devons avoir nous conduisent donc tous ensemble à avoir des attitudes nouvelles également vis-à-vis de l'altérité et en particulier des personnes homosexuelles, pour avoir des attitudes caractérisées par l'ouverture, l'écoute et la prise en considération de ces personnes, de leur sensibilité. C'est avec une telle finalité qu'il nous semble que le gouvernement ait voulu présenter un projet de loi qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe, avec pour objectif de mettre tout le monde à pied d'égalité. Cette approche, néanmoins, en mettant tout le monde à égalité dans le même moule juridique et sociétal, plutôt que de régler un problème et créer de la confusion, tout en suscitant malheureusement de nouveaux clivages et divisions. Elle renforce les oppositions et en outre le projet du gouvernement tend à imposer une transformation des normes traditionnelles relatives à la famille, à la filiation, à la transmission et à l'identité. En cela, nous entendons parfaitement les craintes de nombreux Français qui ont manifesté et manifestent encore aujourd'hui leur opposition au projet de loi. Notre opinion est que ce projet qui divise douloureusement, s'il est animé d'une louable intention, celle de prendre en considération de traiter la condition homosexuelle, a des conséquences sociétales qui dépassent de loin les seules revendications des personnes en faveur du mariage entre personnes de même sexe. Ces conséquences dépassent de loin en effet la simple attention égalitaire de deux parts visant à lutter contre la discrimination dont ferait l'objet les couples homosexuels par rapport aux couples hétérosexuels. Nous souhaitons attirer donc en effet votre attention sur le point suivant. 1. La question mariage n'est pas la seule prérogative des religions. Néanmoins, en tant que représentant de l'Église orthodoxe en France, il nous semble indispensable de faire valoir votre définition du mariage en tant qu'elle n'est pas uniquement une doctrine propre à notre foi, mais aussi le constat d'une donnée naturelle que la vie ne peut être transmise que par l'union d'un homme et d'une femme. Toutes les lois n'y changeront rien. Aussi, notre Église considère que la procréation, comme don de la vie, trouve
son contexte moral et spirituel à l'intérieur du mariage, c'est-à-dire à l'intérieur de cette union reconnue comme telle, sacramentalement, il va sans dire, entre un homme et une femme. D'ailleurs, le texte de la célébration aussi de notre sacrement de mariage dans l'Église orthodoxe est pris avec insistance pour la filiation. De même, le cadre juridique initial fait le même constat de cette donnée naturelle en reconnaissant une existence particulière au couple homme-femme afin de mieux protéger les fruits de leur amour. 2. Nous pensons qu'il est indispensable de conserver la relation entre la réalité maritale du couple et la filiation. En outre, l'égalité de droit, qui est un des fondements de tout régime démocratique qui respecte la liberté des personnes, n'implique pas la négation de la différence sexuelle. La masculinité et la féminité sont de genres différents. C'est au titre même de cette différence que nous considérons les particularités des couples hétérosexuels et des couples homosexuels. D'ailleurs, si nous sommes obligés de les qualifier différemment, c'est bien qu'il ne s'agit pas de la même réalité objective sans que cela ne soit discriminatoire. Pour autant, si nous reconnaissons la différence, nous avons à cœur de toujours promouvoir une attitude aimante et compréhensive, conscient de la nécessité de prendre en compte les transformations de la société. Dans le langage chrétien, on l'appelle cela la pastorale, et de répondre à ces attentes. Donc notre inquiétude porte davantage sur la reconfiguration du sens qu'implique une telle proposition des lois discutées, notamment sur la confusion pouvant apparaître entre la pratique et le genre. Et il nous semble indispensable de revenir au principe simple des réalités qui a pour point de départ non pas l'étude de la société, mais la description de la nature et de sa biologie. 3. La valeur qui est égalité de tous devant le mariage ne doit pas devenir une abstraction. L'égalité peut se conjuguer de multiples façons sans toucher à certains fondamentaux que nous avons évoqués ci-dessus. Il y a des aménagements sans pour autant dénaturer le sens des mots et des concepts à partir desquels ces mots sont utilisés. Nous ne sommes pas aveugles, nous ne voyons pas parfaitement que la société est en continuelle mutation. Pour autant, il existe déjà des structures légales, le pacte civil de solidarité, qui permettent aux couples de personnes de même sexe d'organiser leur vie commune. Et des aménagements n'auraient-ils pas pu être cherchés dans ce cadre très précis? Quatrièmement, il n'est pas discriminatoire et encore moins désobligeant de constater que 2 hommes et 2 femmes ne peuvent pas procréer. Cela veut dire que la nature est ainsi faite qu'il faut un homme et une femme pour avoir des enfants. À partir de ce paradigme biologique, le droit de l'enfant pour les couples de même sexe est rendu possible soit par l'adoption, soit par la procréation médicalement assistée. Certes, ces 2 possibilités sont reconnues comme possibles pour les couples hétérosexuels, mais elles sont appliquées dans le cadre strict d'un problème ne permettant à la nature de faire son œuvre. Aussi, les 2 propositions offertes sont à replacer dans une perspective thérapeutique. Dès lors, il ne s'agit pas de contourner une impossibilité naturelle, mais bien de suppléer à l'imperfection d'un créé qui s'inscrit dans le temps et dans la limite d'une matérialité déchue. Aussi, le début qui convient d'ouvrir ne peut se prévaloir uniquement du plan sociétal, mais elle est principalement de l'ordre de la bioéthique. Et nous demandons d'ailleurs à ce qu'il soit replacé sur le plan d'éthique médicale et pas uniquement sur celui de la famille. 5. Les couples de même sexe désirant avoir un enfant devront donc le faire faire. Et il faut connaître où se trouvent les limites.
Ces dernières ne sont pas discriminatoires et elles constituent le principe d'organisation de la société et du vivre ensemble. Et le droit à l'enfant procède par conséquent d'un désir d'enfant qui n'est plus le fruit unique de l'amour du couple, mais l'amour du couple qui, par l'intervention d'une tierce personne, est susceptible de produire un enfant. Nous assistons donc à une mutation particulièrement grave du rapport parent-enfant propre à dénaturer les qualités de l'enfant en tant que personne. Et nous sommes particulièrement préoccupés par la possible utilisation de mères porteuses dans ce contexte et souligne encore davantage l'esprit mercantile dans lequel le désir d'enfant risque de nous conduire. Il est opposé tant à la dignité de l'enfant qu'à la dignité de la femme. Et l'objectification de l'enfant est rendue d'autant plus prégnante qu'elle impute l'enfant d'une partie essentielle de son identité, son origine. À notre niveau, nous considérons que l'absence ou le mensonge sur les origines de l'enfant est un crime qui le coupe de son histoire personnelle et dissocie son histoire personnelle de celle de ses parents. 6. Les conséquences sociales, fragilisation de la famille, perturbation psychologique et spirituelle des enfants, aussi culturelles, confusion mentale, révolution dans le vocabulaire et la terminologie fondamentale, crise des archétypes fondamentaux et administrative ne nous semblent pas avoir été toutes prises en considération. 7e point, pour souligner la secousse culturelle et spirituelle qui constituerait ce qui ont fait la destruction de l'institution conjugale, nous tenons à rappeler que la référence biblique est une donnée constitutive de notre civilisation, en particulier de notre culture, et ouvrir le mariage des personnes de même sexe consiste à supprimer le caractère référentiel à cette image biblique du couple de l'homme et de la femme, image qui renvoie à l'anthologie biblique, mais aussi à la finalité structurelle de la constitution d'un tel couple, à savoir enfant et la perpétuation du genre humain. La présence des communautés religieuses et philosophiques est une réalité objective dans notre pays et nous apprécions le fait que leurs paroles et pensées soient entendues et prises en considération par l'audition ce soir. Mais nous attendons encore davantage de la part du gouvernement, du législateur, pour prendre en compte les prises de position détaillées et approfondies de ces diverses communautés, qui en l'occurrence, au-delà de leurs différences, ont été toutes unanimes pour souligner les dangers d'une telle réforme et pour adopter une attitude très critique et réservée sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Messieurs et mesdames, sénateurs, en tant que président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nous avons pris la responsabilité, au regard de notre conviction, de notre foi, mais aussi de notre conscience humaine, de notre responsabilité citoyenne, de formuler quelques recommandations. Le retrait d'un tel projet de loi, sinon la suspension de son examen par la représentation nationale afin d'organiser un débat national le plus large possible dans les conditions d'apaisement, le respect de sérénité afin d'entrevoir toutes les possibilités de solutions juridiques alternatives qui permettent de prendre en compte les situations catégorielles sans remettre en cause les fondements. Et notre crainte, en effet, est que le vote de ce projet de loi, sans un véritable débat, ne crée les conditions de la formation d'un nouveau tabou à l'intérieur de la société française qui, le jour de la promulgation, ne nous permettrait plus une expression libre sur le sujet. Aussi, l'organisation d'un référendum proposé à tous, ça va de soi, l'étude aussi bioéthique approfondie de la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe, et aussi, à la fin,
mettre fin à cette nouvelle source de division qui frapperait notre pays et qui n'en a pas besoin et qui va s'en amplifiant. Je vous remercie pour l'accueil et pour l'écoute que vous m'avez aussi accordée. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Conférence des évêques orthodoxes. Je vais donner la parole à Michel Meunier. Je voulais simplement vous dire que pour ce qui concerne les filiations médicales, tout ça est renvoyé à d'autres textes. Si c'est le cas, en tout cas, ce n'est pas dans ce projet de loi et le Sénat ne l'introduira pas. Tout au moins, je peux le dire ici, puisque s'il y avait des amendements dans ce sens, je m'y opposerai. Ensuite, le débat, le débat il dure déjà depuis un moment, et à la demande en partie de la Commission des lois du Sénat et aussi du gouvernement, l'examen du texte est repoussé d'un mois, le 2 avril, je crois, ce qui nous donnera le temps, il nous donnera à la Commission des lois le temps certainement d'avoir des auditions supplémentaires qui ont été demandées, qui seront des auditions du rapporteur et des membres de la Commission des lois, peut-être pas ouvert à tous les sénateurs, et d'autre part qui permettra également de mieux travailler le texte tel qu'il se présente et tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale. Donc nous voulons ici au Sénat avoir un débat le plus apaisé possible. Bien sûr, il existe une majorité, une opposition, enfin on verra quel sera le résultat du vote, mais soyez assurés que nous prenons en considération ce qui a été dit tout au long de cet après-midi, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Sénat a voulu, et la Commission des lois et son président Jean-Pierre Sueur ont voulu que ces auditions, nous les fassions séparément, donc avec 1 heure à peu près pour chaque représentant des cultes, et non pas dans une table ronde où, c'est peut-être plus difficile de s'exprimer, et qu'en plus il y aurait eu une espèce de front commun d'opposants, ce qui n'est pas forcément bon, puisque vous faites bien le départ, comme l'ont fait avant vous les autres, entre ce que vous dites au nom de la religion, et ce que vous dites aussi en tant que citoyen. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Michel Meunier. C'est là une question à poser. Et puis... Michel. Merci, monsieur, pour votre présentation. Je vais peut-être poser un peu la même question. Je trouve quand même que vos propos sont un peu durs. Vous avez eu des mots... vous avez parlé de projets qui divisent, vous avez parlé de danger, de mensonges à l'enfant. Enfin, moi, je vais vous poser peut-être une question autour de qu'est-ce qui fait problème dans ce projet de mariage pour tous, puisque si on n'est pas concerné par l'orientation sexuelle homosexuelle, le mariage ne changera pas. Ce sont les mêmes termes, et c'est vraiment un complément de droit qui est donné aux personnes de couples de même sexe qui auront droit à ce mariage. Donc je voudrais à nouveau vous entendre, et puis vous dire que quand vous dites que la nature fait son œuvre, moi je pense que en tant que femme, heureusement qu'il n'y a pas que la nature qui est là, et je remercie les lois qui sont venues autour de la contraception et autour du droit d'interrompre une grossesse, parce que je fais partie de la France dans l'Ouest où il n'était pas rare que les femmes aient entre 10 et 14 enfants, l'époque de mes grands-mères, et que parfois au péril de leur vie. Donc la nature, là, est forcément pas bonne. Voilà, sur le mensonge, moi je partage, c'est pas bien de mentir aux enfants. Et s'il y a vraiment un cas où les enfants savent qu'on ne peut pas leur mentir, c'est quand ils vivent avec 2 femmes ou 2 hommes qui les élèvent et les éduquent. Parce que l'histoire qui est racontée, ils savent bien, les enfants, qu'il faut une petite graine, et un petit œuf. Donc là, il n'y a pas de mensonge possible. Et de toute façon, dans quels que soient les cas, on ne doit pas mentir aux enfants, vous avez raison. Alors, mes chers collègues, peut-être qu'on va prendre d'autres questions, s'il y en a. Alors, Jean-René Le Cerf.
Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais simplement dire que ce qui nous a beaucoup marqué cet après-midi, c'est malgré tout l'attitude, qui est une attitude très identique de la part des principaux cultes qui existent en France. Nous ne sommes pas un pays de guerre de religion, mais il n'y a pas toujours eu autant, si vous voulez, de convergence dans les avis exprimés par les uns et par les autres. Alors je voulais simplement vous demander si cette identité vous avez de quelque manière surpris, et si peut-être ce n'est pas pour vous l'ouverture d'une réflexion quant à faire en sorte qu'il y ait, parmi les autorités que la République peut écouter, une autorité religieuse, une autorité morale religieuse, mais qui s'exprime d'une seule voix. Charles Revet. Merci d'abord, Monseigneur, de nous apporter votre témoignage, qui, comme vient de dire mon collègue, finalement on le retrouve dans tous les représentants de chacune des religions, ce qui montre qu'il y a une préoccupation, me semble-t-il, extrêmement forte. Ma question, si j'ai bien perçu ce que vous disiez, vous dissociez l'attitude que nous pouvons avoir par rapport à nos concitoyens qui vivent l'homosexualité et qui ont décidé, c'est un choix de vivre qui est le leur, et donc le fait de traiter ce problème en tant que tel, et puis la notion de mariage ou de filiation, qui est un autre aspect, qui est en fait un héritage de 2 millénaires pratiquement, hein, c'est ce qui a fondé la société avec toutes ses valeurs. Est-ce que j'ai bien compris comme ça? Et ma question, actuellement, pour qu'il y ait mariage religieux, il faut qu'il y ait mariage civil. Est-ce que pour vous, c'est pour les chrétiens orthodoxes, c'est la même situation, je le suppose? Est-ce que ça veut dire que dans votre esprit, dans l'hypothèse où le projet de loi serait voté et serait mené à son terme dans les termes votés par l'Assemblée ou aménagés par le Sénat, peu importe, il faudrait envisager de dissocier effectivement ce qui est mariage civil et mariage religieux. Mais vraiment, en fait, il y a la notion de mariage qui est en fait c'est le dictionnaire, hein, il y a pas. Et le dictionnaire, il a été bâti sur le constat de ce qu'on a vécu depuis des centaines et des siècles, et qui dit le mariage, c'est un homme, une femme, en vue de la procréation. C'est aussi simple que ça, la définition. Est-ce que effectivement, il vous apparaîtrait souhaitable, si le projet va jusqu'à son terme, avec tous les problèmes que ça peut poser, que vous avez soulevés, de dissocier effectivement ce qui est mariage religieux du mariage de ce que moi j'appelle pas mariage, parce qu'il n'y a pas mariage puisque c'est pas un homme et une femme, donc il n'y a pas mariage, mais de ce qui consisterait, qu'il faut prendre en compte. Hein. Moi je pense que on n'est peut-être pas allé assez loin dans le Pax, probablement. Peut-être faut-il trouver une autre terminologie. Moi, je regrette ce débat de société, honnêtement, qui crée une division extrêmement forte dans le pays. On n'avait pas besoin de ça. Alors qu'on aurait pu certainement trouver des solutions simples qui donnent satisfaction aux personnes qui vivent l'homosexualité sans pour autant agresser, parce que ça va jusque-là, celles et ceux qui ont des convictions différentes. Merci. Monsieur le Président Larcher. Oui, Madame, Monsieur le rapporteur, d'abord merci d'inviter des membres d'autres commissions aux auditions. Monseigneur, je voudrais poser une question. L'orthodoxie est présente dans un certain nombre de pays, et notamment une forme d'orthodoxie qui a connu la diaspora, si ce mot est utilisable dans ce cadre-là, mais qui s'est dispersée dans le monde, vit sa foi dans des pays qui ont autorisé, j'allais dire, entre guillemets, le mariage entre des couples du même sexe. Je pense à un certain nombre d'États américains, vous êtes présents, je pense à la réflexion globale que vous avez dans le Conseil écuménique des Églises. Quelle expérience tirez-vous et quelle est,
même si dans l'orthodoxie le mot n'est pas adapté, en quelque sorte le regard, le magistère du patriarche Bartholomée sur cette question de société. Il s'est exprimé dans un ouvrage il n'y a pas si longtemps avec des conceptions extrêmement ouvertes sur la société. Comment est le regard, sachant que l'autocéphalie existe dans l'orthodoxie, avec donc des capacités de réponse nationales, mais peut-être d'avoir un peu votre sentiment et la dimension, j'allais dire, qui dépasse simplement la dimension nationale. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Donc, vous avez tout le temps pour répondre. Bien. Merci beaucoup. De nouveau, bon, tout d'abord, je suis venu, peut-être, mon intention, ce n'est pas d'utiliser du tout un langage de bois, des langues de bois, ni d'être dur. Mais je présentais la position qui n'est pas uniquement la mienne, mais que l'Église que je représente. Donc, si elle est dure pour certaines personnes, ça, il faut, vous savez, il y a quand même deux opinions différentes. On ne peut pas critiquer et dire que voilà, une position est dure, puisque moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est d'abord, ici, moi, je trouve que c'est très bien que nous ayons cette possibilité d'avoir un dialogue, puisque certainement le monologue, ce n'est pas ce qui est nécessaire dans notre société. Je suis d'accord que ce n'est pas uniquement la nature, mais certainement, vous avez bien compris, dans le cas précis, ce que je dis, c'est que c'est la nature, mais vous savez, en tout cas en parlant dans des termes religieux, Dieu nous a donné aussi un cerveau pour l'utiliser. Donc certainement, il faut utiliser aussi notre cerveau. Et pour la question que vous avez parlé pour la contraception, il y a aussi d'autres moyens, et moi je ne vais pas entrer. Et la position pour pas utiliser les termes du patriarche Bartholomée, dans notre patriarche, lorsque le patriarche Athenagoras, qui était aussi un patriarche très connu dans les années 50 et 60, lorsque à ce moment-là on lui a posé la question pour l'utilisation de préservatifs, vous savez que le patriarche a dit « l'Église n'entre pas dans la chambre à coucher des gens ». Donc je vais aussi dire par cela que nous avons aussi la liberté, et nous avons aussi, il faut utiliser notre cerveau. Donc l'homme, c'est à cela que ça diffère d'un animal. Ce n'est pas uniquement donc le désir qu'un animal. Donc pour la question de la nature, donc je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire, que nous avons, si nous avons un homme et une femme qui sont un couple, donc, qui constituent un couple dans le sens du mariage, on peut avoir les enfants. Si nous avons un couple de deux hommes ou de deux femmes, moi je ne prends pas de position, je ne dis pas ni c'est un péché ou il n'est pas un péché, je ne critique pas, mais je dis seulement que dans ces deux cas, d'un couple homosexuel, on ne peut pas avoir des enfants d'une manière naturelle. J'étais bien clair. Alors, en ce qui concerne le mensonge, j'étais aussi clair. Pour quelle raison? Puisque si on ment à l'enfant, c'est évidemment un mensonge. Si on lui dit la vérité, mais c'est quand même une vérité qui peut-être, c'est ça que je dis, que ça pourrait blesser, ça pourrait avoir des effets psychologiques, ça c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai critiqué, si vous voulez, cette position. Pour la question de la position des représentants de culte, nous ne sommes pas mis d'accord, en tout cas. Bon,
à part le bouddhisme qui ne s'est pas exprimé donc à des termes très clairs sur cette position, même à la conférence des représentants des cultes en France, nous n'avons pas voulu prendre une position commune et nous n'avons pas donné l'impression quand même que nous faisons un front. C'était vraiment des positions qui ont été prises par les différents cultes en France. Et vous voyez que, bien que nous ne sommes pas concertés à l'avance, c'est vraiment difficile à trouver des accords dans d'autres cas, mais nous sommes tombés d'accord finalement, et c'est une position, disons, qui dépasse même l'écuménisme. Alors, je ne pourrais pas dire qu'on pouvait trouver une personne d'entre nous, entre les 5 qui faisons partie de cette conférence des cultes en France, de pouvoir parler d'une seule voix, mais ça pourrait être le cas qu'une personne parle. Je pense que, bon, chacun, évidemment, si vous avez vu, vous avez entendu d'autres collègues, a des sensibilités différentes et des positions aussi peut-être et d'expressions différentes. Mais nous tombons d'accord sur le même principe et la même position en ce qui concerne donc le mariage de personnes homosexuelles. Pour la question du mariage civil, évidemment, nous vivons dans un pays où nous devons respecter tout d'abord la législation et les lois du pays où nous sommes, que nous soyons étrangers ou français. Nous vivons en France et nous acceptons de célébrer un mariage religieux uniquement si le mariage civil ait lieu. Ça, c'est une règle et nous ne faisons pas donc de différence des autres. Alors, si moi je ne peux pas dire qu'on va accepter le terme de mariage et on ne va pas célébrer un mariage d'un couple homosexuel. Ce n'est pas dans la théologie. Il faut dissocier ce qui est dans la législation et ce qui est accepté dans l'Église. Donc ça, c'est tout à fait clair. Je pense aussi que la laïcité et aussi la manière qu'elle est appliquée, surtout dans notre pays, ne va pas imposer aussi des règles aux églises et aux cultes. Donc, loin de là. Maintenant, pour ce qui est de la position du patriarche, Monsieur le Président, vous savez que je n'ai pas une position personnelle, c'est la position que j'ai exprimée, c'est aussi la position de l'Église orthodoxe qui, comme vous avez dit, n'est pas présente uniquement dans des pays où l'orthodoxie est la religion donc, traditionnelle, mais elle est aussi présente dans les pays où, comme l'Amérique et aussi certains pays de l'Europe, qui ont adopté ce genre de législation, ce qui concerne le mariage donc, entre 2 hommes ou 2 femmes. Je ne peux pas vous dire quelle est la réaction, puisque on ne connaît pas et on n'a pas eu vraiment de... Vous savez, on ne peut pas dire que nous approuvons. L'Église orthodoxe a une position très ferme. C'est autre chose d'approcher cette question d'une manière pastorale en ce qui concerne les personnes elles-mêmes. Nous avons 2 personnes homosexuelles qui font partie de nos communautés et on ne veut pas les mettre à la porte puisque l'Église accueille tout le monde. C'est autre chose de cette approche et c'est autre chose aussi d'accepter par force une nouvelle donc, structure qui ne tient pas
selon notre position, la position, comme j'ai expliqué, qui est une position biblique. Donc depuis 2000 ans, le mariage est institué comme nous le connaissons. Alors, de force, on ne peut pas accepter une nouvelle réalité. On peut accepter, comme je dis, d'améliorer éventuellement le Pacs ou utiliser d'autres termes, mais pas d'utiliser le terme de mariage pour ce genre d'union. Merci beaucoup. Mes chers collègues, avez-vous d'autres... Donc, je voudrais vous remercier d'être venu à notre invitation, vous dire que, bien sûr... Et vous préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour ne pas que vous apparaissiez comme un front, puisque ce n'était pas le cas, nous avons voulu vous entendre les uns après les autres. Nous avons beaucoup apprécié. Et pendant le temps qu'il faudra, là, c'est un peu la fin de l'après-midi de la journée, donc je vois que nos collègues sont un peu fatigués. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup. On va vous raccompagner. Je remercie ceux qui sont restés jusqu'au bout. Est-ce que